l'activité. On va se recentrer aussi sur évaluation qui devrait se recentrer sur le travail, sur l'activité, mais comment faire et comment devrait-on évaluer tout cela pour que l'évaluation soit utile à la coopération et aussi au progrès collectif. Donc nous avons 3 intervenants. Donc à quelles conditions, on va dire, l'évaluation est-elle utile au travail? 3 intervenants donc, dans cette deuxième table ronde. Marc Véron, qui est Chief Executive Officer de MyValue. Il était DRH avant de Carrefour et de Capgemini, je pense que je ne me trompe pas. Mes fiches sont bonnes. Spécialiste donc des questions d'évaluation, qui nous fera un retour d'expérience en plusieurs points. Sylvie Joseph, ici à gauche, qui a animé le premier temps de restitution des résultats de l'enquête, directrice de la transformation numérique à la Poste. Et elle est également dans le conseil scientifique de l'Observatoire. Et Pascal Huguetto, qui est professeur donc, au LATS, l'université de Marne-la-Vallée, et qui a dirigé l'enquête, qui a été menée et présentée ce matin par Nicolas Klein. Et voilà, qui reviendra justement sur ces résultats et un peu une analyse finalement des résultats. On ne va pas perdre de temps parce que je souhaite que vous ayez quand même un temps de parole. On a dit 1h45, ce serait quand même bien que vous ayez au moins une demi-heure pour adresser un certain nombre de questions et de réponses, ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. Donc je vais tout de suite passer la parole à Marc Véron. Donc c'est un retour d'expérience, à la fois une petite histoire, peut-être de l'évaluation, une retour d'expérience en tant que RH, j'ai cité les entreprises, peut-être des propositions autour de cette évaluation au fil de l'eau dont il a déjà été question ce matin. Est-ce que ça a un lien avec l'entreprise et la culture d'entreprise? Voilà, et puis peut-être dire un petit mot aussi sur le rôle du manager. Voilà, donc je lui donne tout de suite la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai eu la chance d'être à la fois dans le serviciel et l'industriel, pour reprendre la classification qu'a fait Nicolas. Et je suis assez d'accord en fait sur cette différence qui est liée au secteur d'activité. C'est-à-dire que quand j'étais chez Capgemini, on ne gère pas des postes, ça n'a aucun sens. On gère des compétences et des parcours. Quand on est chez Carrefour, même si Carrefour n'est pas un industriel comme Renault, pour autant, ce qui compte en premier lieu, c'est la tenue de poste. Et donc, effectivement, on a des modalités en termes d'évaluation qui sont assez différenciées. Ce que j'observe quand même, et j'ai trouvé les témoignages assez intéressants et qui montrent bien la situation actuelle, c'est que tous ces processus d'évaluation ont été élaborés dans ce que j'appellerais l'ancienne économie, ou l'économie en fait taylorienne et fordienne, qui a structuré les entreprises autour de process, d'outils, et donc j'ai été un des acteurs, et je le renie pas, je veux dire, puisque ça répondait aussi à une histoire, mais on voit très bien la nécessité aujourd'hui de se réinventer. Moi, j'aime beaucoup la citation de Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, qui dit il faut passer des entreprises obéissantes, ce qu'on a été jusqu'à présent, à des entreprises intelligentes. Et ce passage de l'un à l'autre nécessite de revoir un certain nombre de choses, et notamment tout ce processus d'évaluation. Vous parliez tout à l'heure un petit peu de l'historique. Alors, j'ai eu la chance, avant d'être à Carrefour, avant de... Il ne faut pas être trop proche, d'accord. J'ai eu la chance, avant d'être chez Carrefour, d'être consultant et formateur, et je formais les managers sur l'entretien d'évaluation. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. C'était extrêmement intéressant. Et donc, à la fois, c'était pour donner du sens à quoi sert cet entretien, et puis pour les former pour qu'ils puissent conduire efficacement les entretiens d'appréciation. Je pense d'ailleurs, avec le recul, qu'on devrait faire la même chose aussi avec les salariés. C'est-à-dire que former les managers, c'est bien, mais on faudrait aussi former les salariés pour l'entretien d'appréciation. Ça serait également utile, d'autant plus que la phase d'auto-évaluation est extrêmement importante. Dans la formation, je commençais, c'était vraiment le premier quart d'heure de cette formation où j'insistais sur le fait que la raison d'être de l'entretien d'appréciation, la raison d'être, c'est la motivation des salariés. Et la reconnaissance, en fait, au travail, c'est le deuxième facteur de motivation derrière l'accomplissement personnel, et c'est le premier facteur de démotivation. Donc,
Vous connaissez les différences entre motivation et démotivation. Et donc, on est vraiment dans les leviers les plus importants pour l'engagement et l'implication des salariés. Et donc, comme c'est important pour la motivation, il ne faut pas rater ce moment extrêmement riche, extrêmement important pour le salarié comme pour le manager et qui a après des conséquences sur cette reconnaissance au travail. Et malheureusement, on a voulu connecter à cet entretien beaucoup trop de choses. Et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, et je l'ai constaté, notamment chez Capgemini, et ça a été dit, alors je n'aurais pas dit dans les mêmes termes que le représentant d'Accenture, je n'ai pas non plus la même position, la même posture que la personne qui intervenait, et donc pas la même critique vis-à-vis du système. On a voulu connecter avec cet entretien toutes les questions qui sont relatives aux promotions, gestion de carrière, toutes les questions qui sont relatives aux augmentations. Finalement, on a mis beaucoup trop de pression sur cet entretien. Moi, j'étais extrêmement surpris quand j'ai ouvert la négociation sur la santé au travail pour le groupe Capgemini en France. Quand j'ai demandé aux partenaires sociaux de me dire quels étaient les facteurs de stress et de mettre une priorité dans ces facteurs de stress, j'ai eu une quasi-unanimité pour dire finalement le premier facteur de stress c'était cet entretien d'évaluation. Donc là, je suis un peu tombé de ma chaise parce que je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est d'abord un facteur de reconnaissance et donc de motivation et finalement, c'est devenu exactement l'inverse où c'est devenu un moment de stress extrêmement fort pour les salariés, mais qui est lié en fait à la sanction qu'il y a derrière en termes d'évolution de rémunération, de carrière, etc. Et donc, on ne peut pas rester comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il faut sortir de ce système pour aussi juste témoigner justement sur cette dernière expérience. Quand on est dans une entreprise qui a organisé, qui a structuré, qui a taylorisé un certain nombre de choses, c'est-à-dire pour son fonctionnement, c'est-à-dire Capgemini, c'est 100 000 personnes, le modèle d'évaluation était international, commun à ces 100 000 personnes, donc forcément, il faut quelque chose d'assez normé. Et donc j'étais audité 2 fois par an par l'audit interne et par ceux qui faisaient la certification au niveau des normes ISO sur le taux d'entretien réalisé, au regard des notes qui avaient été attribuées et bien pour ceux notés 4 et 5, s'il y avait bien les plans d'action qui étaient définis dans le process, s'ils étaient bien réalisés ou pas. Et donc, on voit l'absurdité en fait, de ce type de situation où on en est finalement à regarder la réalisation d'un process et pas l'utilité d'un process. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut sortir du cadre. Et si on veut passer de l'entreprise obéissante à l'entreprise intelligente, eh bien, il faut casser ce moule-là. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut casser le moule. Et il faut donc... alors, j'ai bien aimé d'ailleurs l'intervention tout à l'heure du groupe Hervé. Il faut peut-être libérer le manager, il faut peut-être libérer l'entreprise. Mais ça passe par, à un moment donné, faire revenir cet entretien dans son objet premier, qui est la reconnaissance du travail et pas les autres sujets sur lesquels on a pu connecter un certain nombre de tuyaux, mais qui ont complètement dénaturé cet entretien, qui est un moment extrêmement privilégié entre un manager et le salarié. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu en introduction. Très bien. Peut-être effectivement, moi j'ai une première question parce que quand vous dites revenir un peu sur les fondamentaux, enfin d'obéissant intelligent, on voit bien quelque chose qui fasse sens. Il n'y aura jamais de sens si on ne se tourne pas à un moment donné sur la question de la finalité et de la finalité même de l'activité, que ce soit de l'entreprise, d'une administration. Donc, je veux dire, l'évaluation, l'entretien, ça reste des outils. Vous nous dites finalement motivation, reconnaissance, ça devrait être l'objet premier, mais au regard de cette activité, il y a quand même des bénéficiaires, qu'on les appelle clients, qu'on les appelle usagers. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien, tout simplement, entre la question de l'évaluation de la performance, de l'évaluation de l'individu et cette finalité? Ça m'intéresserait qu'il y ait une expression sur cette question. Je pense que la solution, c'est d'éviter d'avoir un outil unique qui fasse tout, mais d'avoir plusieurs outils.
Parce que de vouloir avoir l'entretien qui est central et qui finalement apporte à la fois la reconnaissance de l'individu, la reconnaissance des efforts fournis, la performance individuelle, la performance collective, le potentiel, les compétences, et de se dire que tout ça, c'est logé dans le même entretien, c'est pas possible. Et donc, il faut arriver à différencier. Il y a ce qui est de l'ordre de la reconnaissance, et là, la reconnaissance, en plus, les outils digitaux apportent aujourd'hui d'énormes moyens. Il y a la reconnaissance qui est pas simplement par le manager, mais qui est aussi par les pairs et qui est aussi par la satisfaction du client. Il faut faire le lien quand même avec l'objet même de l'entreprise, qui est d'avoir des clients heureux, des clients satisfaits. Et donc, à un moment donné, il faut bien faire rentrer ces éléments-là dans l'évaluation du travail, puisque c'est bien la finalité. Et puis, eh bien, parce qu'il faut bien qu'on l'on gère des carrières, qu'on l'on gère des primes, eh bien, ou qu'on gère la formation, eh bien, on a d'autres outils. L'entretien professionnel tel qu'il a été institué par la loi, qui est tous les 2 ans, est idéal pour gérer plutôt les compétences et plutôt les besoins de formation. Mais on ne va pas lui faire gérer d'autres choses. Et pour la prime, c'est pareil, il faut que ce soit un entretien spécifique où il y a des objectifs qui ont été fixés en début d'année. Il y a une partie individuelle, une partie collective, et puis à un moment donné, on relève le compteur, on fait l'évaluation, et par rapport au compteur et aux règles qui ont été fixées, eh bien, on va calculer la prime qui ressort, avec éventuellement la partie individuelle et la partie collective. Mais je veux dire, il faut vraiment différencier dans l'évaluation ce qui est à chaque fois en rapport avec l'objet, et pas vouloir avoir un outil unique qui puisse faire tout. Ok, merci. J'avais peut-être et puis on donnera aussi un autre retour d'expérience avec Sylvie Joseph. Bon, il a beaucoup été question effectivement des pairs. Enfin, on est là, observatoire des cadres. Le cadre, il y a quand même encore une conception malgré tout extrêmement hiérarchique aujourd'hui, en tous les cas dans ce pays. C'est pas toujours vrai ailleurs. Et donc on voit bien que... Je voudrais revenir sur la question du rôle du manager. Parce qu'on pourrait dire il est au centre. Ben non, c'est d'abord le salarié qui est au centre. J'irai de tout cela. Le manager a un rôle particulier. Peut-être comment vous saisissez au regard de cette expérience qui est la vôtre et qui est très riche, un peu comment ça c'est en train d'un petit peu évoluer, quoi. Alors, ça évolue très fortement, et là aussi, si je regarde avec un peu de recul, quand j'étais consultant et formateur, et notamment que j'intervenais auprès des chefs de secteur, chefs de rayon de Carrefour, je l'ai formé, comme je vous disais, sur l'entretien d'appréciation, et je l'ai formé également sur la transmission du savoir-faire, donc ce qu'on appelait TSF, hein, dans les termes Carrefour, la transmission du savoir-faire. Et toute la transmission du savoir-faire s'effectuait, ce qui était classique, puisque c'était dès l'école, entre le professeur et l'élève, eh bien, on avait la même chose entre le manager hiérarchique et la personne qui était encadrée, et la personne qui arrivait dans l'entreprise apprenait tout de son chef. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Enfin, moi, je le vois, et notamment, je l'ai vu à Capgemini. C'est-à-dire, celui qui travaille dans une équipe, il a appris certaines choses de son chef, mais relativement pas beaucoup. Il a appris beaucoup de ses pairs, il a appris beaucoup, en fait, aussi de partenaires et de l'écosystème. Et donc, le rôle du manager n'est plus du tout le même. Auparavant, je veux dire, on était dans une fonction qui non seulement était hiérarchique, managériale, mais également où toute la compétence venait du chef. Là, maintenant, c'est plus le cas. Et donc, à partir du moment où on est sur quelque chose de beaucoup plus horizontal et moins vertical, il faut aussi adapter les outils que l'on a et aussi le référentiel managérial. C'est-à-dire que là, si je parle de comment on évalue les chefs, hein, les managers, là aussi c'est important. C'est pas du tout la même chose si on est dans une organisation verticale ou dans une organisation horizontale. Les critères ne vont pas être les mêmes. Moi, je l'ai vu à Capgemini où justement on a supprimé un certain nombre de niveaux hiérarchiques pour faire en sorte que l'organisation fonctionne plus en horizontal et moins en vertical. Eh bien, ça nécessitait de revoir le référentiel managérial et le référentiel sur lequel les managers étaient évalués. C'est-à-dire qu'on ne leur demandait pas simplement de délivrer une production des services, mais on leur demandait aussi à un moment donné de collaborer et d'avoir une vision plus transversale de l'organisation et de ne pas travailler tout seul, chacun dans son couloir ou dans son silo. Donc la fonction du manager évolue très fortement, donc forcément l'évaluation aussi doit suivre cette évolution managériale. Bien, merci Monsieur Huron. Et ce sera intéressant, effectivement, Sylvie, que puisse nous dire dans un groupe, toi tu as une responsabilité particulière sur la transition et la transformation numérique,
c'est le modèle même quelque part du collectif et de la coopération. Je veux dire, ça ne peut pas fonctionner autrement, il n'y a pas de performance sans ça. Mais quand on regarde ça au regard de l'évaluation des individus, de l'évaluation peut-être aussi des systèmes, enfin, c'est quoi les conditions finalement d'une coopération intelligente, on va dire, pour reprendre l'expression de tout à l'heure? Alors effectivement, si on regarde l'exemple que je connais le mieux aujourd'hui, qui est le groupe La Poste, on est dans une mutation de modèle économique et de société qui touche tout le monde, et nous comme les autres, et peut-être un petit peu plus. Et on a un vrai décalage aujourd'hui entre les projets qu'on doit conduire, qui sont majoritairement des projets digitaux au sens large, et des projets de transformation forte, et qui touchent ou demandent effectivement à faire travailler des équipes qui sont des équipes qui organisationnellement dépendent de structures différentes, voire de grosses business units très différentes. Et en sachant qu'on a aujourd'hui un modèle d'évaluation qui est ultra classique pour le coup et qui est très hiérarchique, issu de notre passé industriel d'ailleurs, puisque nous sommes à l'origine des gens de l'industrie et de la logistique. Et donc on a une évaluation très classique annuelle qui est essentiellement focalisée sur le travail, très peu sur les compétences et encore moins sur le potentiel, complété bien sûr par l'entretien professionnel qui lui couvre davantage le champ de la compétence et du potentiel également, et puis les revues de personnel aussi classiques. Tout ça ne traite pas aujourd'hui, ou quasiment pas, il y a trois exceptions intéressantes, mais ne traite pas du collectif. Hormis, bien entendu, une part de rémunération variable qui est sur un objectif ou des objectifs qui sont des objectifs collectifs, mais financiers, de performance financière de l'entreprise. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, et qu'on n'a pas résolue, sur laquelle on commence à travailler sérieusement, c'est effectivement comment est-ce qu'on accompagne cette transformation, et en particulier cette transformation digitale, avec ce que ça implique donc en matière d'organisation de plus en plus transverse, de plus en plus agile, de plus en plus collaborative, avec un système d'évaluation qui n'est pas du tout en ligne avec cette approche. Alors, je vous disais, il y a peut-être trois cas, enfin moi j'ai trois cas qui me viennent à l'esprit, qui commencent à être un petit peu intéressants et qui ont un peu de recul, avec des approches d'objectivation, y compris avec une part de subjectivité d'ailleurs, autour de la coopération. Vous avez par exemple dans la partie réseau des bureaux de poste, depuis déjà longtemps, et notamment depuis qu'on a profondément transformé la manière d'opérer le travail dans le bureau de poste et la relation avec les clients, on a une part de la rémunération variable des guichetiers, enfin des équipes du bureau de poste, encadrement compris, qui est sur un collectif fondé sur la satisfaction client et donc le niveau atteint par la satisfaction client. Donc tout ça est très mesuré. Et pour une raison très simple, c'est que le réseau des bureaux de poste, il a avant tout dans sa raison d'être la vocation à servir le public et donc à le faire de la meilleure manière possible avec évidemment des objectifs très élevés sur ce point. Donc l'objectif, c'est de faire coproduire collectivement des solutions et des améliorations en matière de relations clients par le collectif du bureau de poste. Et donc, ils ont une part non négligeable de leur rémunération, mais c'est collectif. Ce n'est pas l'individuel dans un collectif et son apport au collectif, c'est bien le collectif qui atteint ou qui n'atteint pas l'objectif qui lui est fixé en matière de satisfaction. Mais donc, il est quelque part évalué par le client. Ensuite, vous avez dans certains cas, et j'en suis l'exemple, des gens qui travaillent sur des projets extrêmement transverses et qui sont dans des fonctions support. Et en ce qui me concerne mon équipe, par exemple, nous en plus, nous sommes complètement refacturés aux clients internes auxquels nous rendons service, avec lesquels nous travaillons. Et donc, on est aussi évalué pour une part sur la qualité de notre prestation de service, qui me semble assez logique. Mais là encore, ça reste collectif. Et en fait, le sujet sur lequel on travaille et objectivement on bute aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la solution, donc si jamais vous l'avez,
Nous sommes preneurs, à minima, d'une réflexion collective. C'est le sujet qui est un peu délicat, c'est de la reconnaissance en fait individuelle à la construction collective de solutions. Soit de solutions de développement, soit de solutions d'amélioration de services ou de production, peu importe. Et là, clairement, il y a à la fois la question de cette mesure de la part individuelle dans l'apport ou dans la co-construction de solutions collectives et de solutions de performance, et puis le rôle du manager, parce que en principe, le rôle du manager, ou en tous les cas l'évolution de celui-ci, c'est d'être un véritable catalyseur, justement, médiateur catalyseur, pour que les gens travaillent de plus en plus en collaboratif pour produire de l'amélioration continue. Et ça, c'est très difficilement mesurable, c'est aujourd'hui pas véritablement pris en compte, et c'est aussi, par exemple, un vrai sujet dans des équipes qui traitent énormément de digital, de production de solutions digitales et de transformation digitale aujourd'hui, et qui sont, pour une grande partie, des équipes composées entre 1/3 et 2/3 de collaborateurs qui sont en fait sans aucun lien de subordination avec le manager, puisque étant des prestataires externes, de manière durable dans le temps, c'est-à-dire c'est bien des individus qui sont détachés par des prestataires, voilà, sur des modes régie, etc. Mais dans le digital, comme il y a une vraie rareté en plus de la compétence sur certains sujets, effectivement, on n'a pas toujours le choix, et pour aller vite, effectivement, on a tendance aujourd'hui à faire appel à de la main-d'œuvre externe qu'on intègre avec des équipes internes. Et ça, pour un manager, évidemment, c'est pas simple du tout. À la fois d'arriver à manager ce type d'équipe et puis surtout de les évaluer et d'avoir une évaluation objective, individuelle et collective. Et surtout la part collective. Ouais, je reviens sur cette question de l'indicateur, parce que le premier dont tu parles, effectivement, il a un lien quelque part avec satisfaction client, alors même c'est client qui évalue, là en l'occurrence. Et puis là où on bute, hein, mais je pense que vous n'êtes pas les seuls, je me souviens de cette conversation, puisqu'il y avait un intervenant tout à l'heure de Renault, là, Jean-Marc, on avait eu cette discussion avec le RH, alors le précédent, autour d'un article qu'on avait produit pour la revue et pour l'Observatoire, autour de comment peut-on évaluer la contribution individuelle à une performance d'un collectif, et à une performance collective. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'interactions, et en même temps, si on ne fait pas cet effort-là, moi j'avais cité un exemple que j'avais déjà cité, je pense, ici à l'Observatoire, c'est que celui qui consacre du temps, tout simplement pour partager sa connaissance, pour partager son pouvoir, pour partager à la limite un certain nombre de compétences, est-ce que ce temps-là est un temps qui est reconnu comme effectivement participant de ça? Je prends cet exemple, vous pourriez peut-être en citer d'autres tout à l'heure dans votre intervention, mais on bute quand même beaucoup sur cette question, quoi, à un moment donné. Que les clients soient internes ou externes, quand on est dans une fonction de support, c'est évident, les clients, ils sont plutôt internes à l'entreprise. Oui, et mesurer la satisfaction client est simple. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein d'outils de mesure qui existent, et c'est relativement fiable de surcroît. En revanche, tu as raison, le vrai sujet aujourd'hui, et surtout dans la transformation des outils de travail, et notamment l'arrivée massive des outils dits collaboratifs, les outils numériques dits collaboratifs, il y a une vraie difficulté à identifier et reconnaître la part de don, finalement, de celui qui amène ses savoir-faire, partage ses bonnes pratiques, partage sa connaissance, et enrichit les remarques ou les questions des autres. Voire même apporte des débuts de solutions ou des solutions à des problématiques qui sont chez ses collègues. Or, on s'aperçoit que effectivement, une mise en œuvre d'une organisation de cette nature est fondamentale pour aller très vite et pour développer extrêmement vite. Je vais vous donner un exemple. Nous, là, on est en train de passer sur un déploiement massif industriel d'une plateforme collaborative, mais on avait depuis 3 ans une expérimentation. Alors, ça fait toujours sourire quand je dis le chiffre, mais c'est une expérimentation, mais sur 23 000 collaborateurs. Et pour regarder... Une petite. Très peu, bah, nous, c'est petit. Nous, c'est petit. Ça n'est que 10%. Ouais. Donc, pour regarder comment, effectivement, il y avait appétence ou frein à une approche collaborative de partage des savoirs et des bonnes pratiques,
et d'autre part, comment les collaborateurs prenaient le sujet et comment les managers jouaient aussi avec ce sujet-là. Et comment ça pouvait éventuellement les mettre en porte-à-faux. Il se trouve que pour ceux qui ont bien su traiter le sujet et qui se sont bien organisés, ils ont utilisé cet outil-là, notamment sur des aspects commerciaux, mais aussi de certaines fonctions support. Mais je vais prendre l'exemple commercial parce qu'il est en plus mesurable en termes de performance. Ceux qui se sont bien organisés, qui ont parfaitement bien partagé leurs bonnes pratiques, ont réussi à faire des scores commerciaux qui étaient de 2 à 3 fois plus élevés à ceux qui n'utilisaient pas et qui ne partageaient pas leurs bonnes pratiques. C'est bête comme chou, mais voilà, mais ils ont fait l'effort de partager, de le faire extrêmement rapidement et de s'enrichir les uns les autres. Et ils en ont eu des bénéfices. Comment est-ce qu'on reconnaît effectivement la part individuelle de celui ou ceux ou celles qui effectivement ont apporté cette connaissance et qui a bénéficié au plus grand nombre? Et aujourd'hui, on ne le trace pas. Alors après, on pourrait prendre la voie que je vais qualifier de facile et qui me paraît dangereuse, qui est de lier ça à des indicateurs, par exemple, de publication de posts, de réactions dans le cadre d'un réseau social, etc. On peut le faire, mais ce serait, à mon avis, ouvrir la porte à la course à l'échalote, à qui publierait le plus, et à qui, voilà, bon, et qui n'a aucun intérêt, parce qu'il faut que ce soit fait à bon escient au bon moment. Mais en revanche, et là on revient sur la responsabilité du manager, me semble-t-il, c'est ça, celui qui est au plus proche de ce qui se passe, d'arriver à objectiver, alors après avec quels indicateurs c'est un vrai sujet, à objectiver la contribution de chacun, et de manière très régulière. Donc c'est vrai qu'un entretien annuel là-dessus, ça ne répond pas non plus à la question, il faut le faire extrêmement régulièrement, de façon à être au plus près de l'acte quand il se produit, voilà, pour l'identifier, le factualiser. Mais c'est un vrai sujet de réflexion profonde parce que là aussi, on ne peut pas prétendre à vouloir transformer une organisation et à la rendre plus transverse, plus collaborative, etc., si on ne traite pas de ce point de la reconnaissance, sous quelque forme que ce soit, d'ailleurs monétaire ou non monétaire. C'est un vrai sujet, et pas un hasard d'ailleurs si il est venu à l'ordre du jour de ce séminaire aujourd'hui. C'est vraiment une question tout à fait d'actualité. Là aussi, ça me permet de lui donner la parole à Pascal, parce que si on revient un peu sur les résultats de l'enquête, où il y avait un peu cette typologie avec des modèles entre le monde serviciel et industriel, si on ramène ça effectivement à l'individu, on voit bien qu'il y a toute la dimension personnelle que je différencie un peu avec la dimension du professionnel. Mais le personnel, le réputationnel, quelque part l'image, et puis on est dans le monde industriel où là on est sur les objectifs, la performance, les process, bien, mais entre les deux. Et dans tout ça, il y a quand même des individus en chair et en os, des hommes et des femmes, qui non seulement sont des contributeurs à la fin, au sens de la finalité, peuvent être aussi des contributeurs d'une performance collective, des acteurs de coopération. Là, ça nous intéresse d'entendre aussi le représentant du monde académique et scientifique, à partir de ces résultats d'enquête, sur un peu des éléments d'analyse qui permettraient d'éclairer la réflexion qu'on appelle un peu de nos voeux et qu'on souhaite prolonger. Pascal. Oui, merci Jean-Paul. Alors, en fait, je pense que ça vaut le coup de repartir de la question qu'on s'est posée au départ et qui est à l'origine d'une journée comme celle-là. C'est que on a eu affaire à une affirmation selon laquelle, finalement, l'évaluation était morte. L'évaluation, telle qu'on la connaissait, on n'en avait plus besoin. Bon, d'abord, il faut faire une parenthèse, c'est que les informations qui nous parviennent en matière d'entreprise ont toujours une origine. Et cette question, en fait, est largement venue du monde des SS2I, du conseil, qui donc ont ressenti comme un besoin de communiquer sur ce sujet-là. Et donc d'en faire un sujet que nous nous posons actuellement. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne va pas reprendre ça dans divers secteurs à sa manière. Mais le point que je voudrais souligner immédiatement à partir de là, c'est que on est en train de s'interroger sur le fait de savoir si l'évaluation disparaît à l'heure où, en fait, on constate bien qu'elle est partout. On a de moins en moins besoin, éventuellement, de l'évaluation telle qu'on la connaissait,
parce que d'une certaine manière, elles nous environnent de toutes parts. Et dans le témoignage du groupe Hervé tout à l'heure, on disait bien qu'en fait, on a une batterie d'indicateurs qui permettent à chacun de se comparer. Donc en fait, les individus sont appelés à chacun à faire leur propre benchmark et à se donner des outils d'évaluation. Donc la question qui est posée, c'est celle en fait d'une éventuelle disparition de l'évaluation telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant comme un moment un petit peu laborieux et artificiel, un moment que l'on cherche à cadrer comme étant officiellement, ouvertement de l'évaluation. Et donc on se pose la question aujourd'hui de savoir si on ne devrait pas en fait disséminer davantage de l'évaluation quotidiennement plutôt que de créer des moments artificiels comme cela. Alors, il n'y a rien de simple dans tout ça. Je voudrais également dire que ce n'est pas une évolution aussi simple de pouvoir s'en passer, parce qu'il y a plein de contextes dans lesquels, finalement, ce serait extrêmement difficile de balancer ça comme ça par-dessus bord du jour au lendemain. Ne serait-ce que parce qu'on a les résistances, l'effet d'hystérésis d'une certaine manière, de cadres légaux et réglementaires. Et tout à l'heure, on a eu l'exemple à propos de la fonction publique, où si du jour au lendemain on disait que c'était plus pertinent, il reste que quand même le législateur a imposé un certain nombre de choses qui font qu'on est bien obligé de passer par là. Et par ailleurs, l'évaluation dont Marc Véron disait tout à l'heure que son grand défaut, c'est qu'on a cherché à y fourrer plein de finalités qui peuvent difficilement être assumées à la fois. Il reste que ces finalités, elles demeurent hein, et qu'elles ont leur importance dans les organisations. Et si on est dans un grand marché interne, comme par exemple La Poste, et qu'on a une partie de son métier qui s'effondre, par exemple la distribution du courrier, et qu'il faut reclasser toute une série de personnes dans d'autres fonctions, il faut bien, par exemple, mettre en place des politiques de filière et outiller ces politiques de filière pour arriver à décider, déterminer que des individus ont accumulé un certain type de compétences dans certaines situations de travail, est-ce qu'on peut transporter ça ailleurs, etc. Donc, peut-être que les formes que l'on adoptait jusqu'à maintenant sont devenues un peu caduques. En tout cas, un certain nombre de problèmes qui étaient à l'origine de tout ça n'ont pas forcément disparu. Alors, qu'est-ce qui, éventuellement, serait en train de tuer l'évaluation telle qu'on l'a connue maintenant? Eh bien, au moins deux choses, je pense, et on l'a entendu à plusieurs reprises dans la matinée. D'abord, les mesures de satisfaction client. Les mesures de satisfaction client, les mesures de réputation, d'une certaine manière, alimentent sans cesse, de façon continue, sur un certain nombre de retours dont on peut considérer qu'ils sont suffisants pour finalement réussir à se passer de moments un petit peu artificiels d'évaluation. Et du coup, les réseaux sociaux, par exemple, y compris les réseaux sociaux internes, eh bien, fournissent énormément de choses. De la même manière que quand vous allez dans un restaurant, désormais, ça vous prend de noter le restaurant. Qu'est-ce que vous notez? Vous notez l'expérience client, c'est-à-dire que vous notez ce que vous a fait éprouver le repas, la tenue du serveur, la façon dont il s'est comporté. Donc, tout à l'heure, on disait c'est une information parfaite. C'est en même temps une information très, très ponctuelle. C'est comment j'ai ressenti le truc. Et je vais le dire au moment où vraiment ça bout en moi et il faut que je le fasse savoir. Et en plus, comme je peux le faire connaître à la terre entière, j'ai d'autant plus envie de le faire. Donc, ça fournit de l'information, ça crée des réputations et ça oblige à toute une gestion de la réputation. À partir du moment où il y a ça, les individus sont sollicités. Je ne sais pas si certains d'entre vous, par exemple, vendent des choses sur Amazon, Marketplace ou des sites de ce type-là.
vous avez quand même suffisamment de quoi gérer votre réputation et suffisamment de retours permettant de décider comment vous faites. Et si jamais vous ne le faites pas, Amazon, en fait, vous dira que maintenant, vous sortez de la foire Amazon parce que vous n'avez pas tenu votre réputation et derrière elle, la réputation d'Amazon lui-même. Donc, vous avez une information pléthorique, en quelque sorte, sur la satisfaction déclarée. Et ce que c'est censé nous traduire de la qualité du service fourni. Et d'une certaine manière, on peut se dire que tout ça, si ce n'est qu'on fond, en tout cas, considère que de manière asymptotique, eh bien, la compétence, l'effort ou l'engagement et le résultat, eh bien, ça se rejoint. Au bout du bout, la satisfaction exprimée par les clients sur le résultat, ça nous dit quand même à peu près des choses sur la compétence et sur l'engagement. Et donc, on a des outils pour gérer ce genre de choses. En réalité, la satisfaction client, c'est une vaste boîte noire, hein, où il appartient à chaque individu d'arriver à décoder, décrypter finalement ce qui est à l'origine du résultat qui est ainsi exprimé, avec énormément de sources de frustration, d'ailleurs, sur des clients qui ne sont pas capables de juger, mais qui se sont permis de dire à la terre entière que je n'étais pas un bon cuisinier, ou tout ce que l'on veut. Donc, ce sont des instruments qui parlent énormément, qui parlent de la qualité du travail, de la qualité du professionnel. Ça, c'est peut-être pas aussi évident que ce que l'on peut dire. La compétence, en fait, elle est un petit peu supposée dans ces outils-là. Et les entreprises qui auront un petit peu... qui les mettront assez facilement au centre de leur procédure d'évaluation actuellement, pourront dire que la compétence, ça peut être des aspects très techniques du métier, mais ça peut être aussi une capacité à travailler avec les autres, hein, une dimension collaborative, mais aussi une capacité à tenir les niveaux de performance attendus, y compris des objectifs chiffrés. On a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles, finalement, partant de là, la compétence, elle se rabat en dernière instance sur du leadership. Au bout du bout, ce qui fait la différence, c'est votre leadership. Et là, il y a une grande différence par rapport à ce que Nicolas rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, classiquement, dans les entreprises, on a eu tendance à différencier les dispositifs d'évaluation concernant les cadres, ou les cadres éventuellement à haut potentiel, et puis les autres, y compris le vocabulaire. À partir du moment où on a introduit la part variable un peu pour tout le monde, à partir du moment où des évolutions se sont fait sentir, on a quitté de plus en plus ce qu'on faisait dans les premiers temps, qui était de dire, dans le fond, les outils que l'on construit, on les construit pour les cadres parce que c'est plus facile pour eux, c'est plus facile d'objectiver un certain nombre de points, puis après on diffusera. Mais en réalité, maintenant, ce qui s'est diffusé, c'est y compris les attentes de comportement. Le leadership, maintenant, chez Accor, le leadership, il est attendu de la femme de ménage qui vient faire le ménage dans votre chambre. Et elle doit également développer son propre leadership. Donc, le leadership, en fait, c'est quelque chose qui entre, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais en fait, ça entre considérablement dans les sujets qui nous préoccupent, avec un palier supplémentaire qui a été franchi dans la psychologisation des phénomènes. Autrefois, c'était le savoir-être. Maintenant, du coup, on aurait presque tendance à regretter le savoir-être, parce que quand ça devient le leadership, là, ça aplatit encore plus la caractérisation des situations et de ce qu'elles peuvent avoir de différent. En même temps, il y a des enjeux très forts du point de vue des entreprises, qui est d'avoir effectivement des salariés qui, d'une part, vont gérer leur carrière avec un souci de se rendre performants dans différentes situations, et puis de représenter l'entreprise d'une certaine manière. Ça, c'est la première chose donc, qui tend à saper les bases de l'évaluation telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant. La deuxième chose qui sape les bases de l'évaluation et qui lui donne éventuellement le coup de grâce, c'est l'extrême sophistication technique qu'on a fini par atteindre. L'extrême sophistication de l'évaluation individuelle et les apories de ce modèle-là,
Et tout à l'heure, ça a été évoqué en fait de manière subliminale ou très rapide dans l'exposé concernant Renault. Mais ça renvoie à un colloque qu'on avait eu sur la rémunération à l'Observatoire des cadres. Mais toutes les méthodes qui ont été développées ces dernières années, qui ont été rappelées rapidement, où finalement on dit, voilà, il n'y a que 5% de super performants. Et donc là, on a quelque chose vers laquelle on doit converger, amène à ce que, au bout du compte, finalement, on déploie une lourde ingénierie de l'évaluation pour que finalement, on dise à 95% des gens, ben, vous savez, de toute façon, on ne peut pas vous augmenter. Et tout ce qu'on avait pu dire sur l'évaluation, moment privilégié de dialogue que vous n'arrivez pas à avoir habituellement avec vos collaborateurs, essayez au moins une fois par an de vous dégager des urgences. Précisément, tout ce qu'on est en train de dire actuellement, il faudrait être le plus près du rythme du travail. Dans les années 90, début des années 2000, on disait au contraire, prenez un moment de la hauteur sur le fait que vous avez en permanence le nez sur tout un tas d'urgences. Faites le choix de vous extraire des situations, placez-vous dans un dispositif dont on sait qu'il est abstrait, qu'il est une abstraction, dont on sait qu'il est en réalité un simulacre. Un simulacre, pas au sens ironique ou négatif du terme, c'est que tout simplement, on sait que c'est artificiel. On sait que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le quotidien, parce que précisément, on veut engager des dialogues qu'on n'a pas le temps d'engager dans le quotidien. Pour précisément aider, envoyer des messages de reconnaissance, mieux comprendre pourquoi les gens ont réagi de telle manière. Donc, on a mis en place toutes ces choses-là, et puis à partir du moment où il y a eu extension de la part variable, prédominance des enjeux de rémunération et d'individualisation de la rémunération, eh bien, au bout d'un moment, c'est devenu tout ça, c'est devenu une usine à gaz. Et l'usine à gaz rend le simulacre vraiment pour un mensonge. On n'est pas dans le simulacre, on est dans le mensonge. Et donc, pour le coup, on sape le lien de confiance qui est déjà fragile et qui permet de vivre ensemble dans l'entreprise. Et de tolérer, finalement, de jouer le jeu que l'on joue normalement dans ces instances-là, qui est celui de jouer autrement le rapport de subordination. J'ai un hiérarchique qui me dit « je suis l'incarnation ici ». En fait, on est dans du théâtre grec, c'est-à-dire qu'on met un masque. On met un masque, on sait bien que c'est un masque, mais le masque, j'ai le masque de l'employeur. Et donc, je te parle du point de vue de l'employeur qui t'adresse un certain nombre d'attentes et qui dit que là, tu n'es pas au niveau des attentes, que là, tu y es. Donc, d'ailleurs, on ne parle pas spécialement, forcément, de toute la compétence. On parle de la compétence dans la mesure où elle permet de répondre à des attentes. Et le salarié, finalement, est équipé de droits. En fait, c'est une scène dans laquelle il y a des droits et des obligations de chacun des protagonistes. Et on joue ce jeu où il y a expression des attentes, un petit peu surjouée, un peu théâtralisée, et expression, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, où on a ri sur la façon dont ça se produisait, le jeu de rôle qui se produit dans la vie réelle chez Renault, mais en fait, tout le monde a ri parce qu'on sentait bien que c'est ce qui se passe partout ailleurs. Mais par ailleurs, donc, la façon dont le salarié a une occasion artificielle d'exprimer un certain nombre de choses à son tour. Et on est en train de jouer autrement le rapport de subordination. Et donc, il y a des conventions implicites qui sont sous-jacentes à ce dispositif d'évaluation, qui est l'acceptation commune du rapport de subordination et de forme d'expression du rapport de subordination. Et ce qui est en train de connaître des évolutions extrêmement franches, mais en même temps difficiles à analyser et à interpréter, c'est précisément des choses qui tanguent du côté de ces conventions, jusqu'alors parfaitement partagées. Après, on pouvait discuter sur tout ça, il y a trop d'individualisation, donc c'est toutes les revendications syndicales sur les protections dont il faut entourer le salarié pour ne pas être victime
d'une individualisation et de trop d'arbitraire. Mais il y avait quand même des conventions qui étaient partagées. Aujourd'hui, ce dont on est en train de s'affranchir, eh bien, c'est, dans un certain nombre de cas, c'est précisément cette dimension complètement artificielle de cet artefact qu'est le moment privilégié, etc. On suspend l'idée qu'on peut suspendre le temps. Vous voyez, aujourd'hui, on la questionne. On dit c'est drôlement embêtant de suspendre le temps parce que du coup, on discute qu'une fois par an, ça colle pas à nos besoins. Et puis, dans le fond, ce qu'on raconte est tellement peu connecté à ce que devrait être de vrais sujets de discussion, de conversation d'ailleurs, disait-on tout à l'heure, que ça, il faut s'en affranchir. Et donc, du simulacre, faisons désormais, mettons ça par-dessus bord et jouons un autre jeu. Et là, tout à l'heure, Nicolas disait, à juste titre, le conseil, les SS2I, je ne vous en parle pas trop parce que c'est quelque chose de très spécifique. En même temps, je reviens à mon point de départ, ce sont les gens qui ont décidé de communiquer sur ce caractère caduc des anciennes évaluations. Pourquoi ? Notamment parce que ça leur permet de jouer le rôle de leader des transformations et donc de montrer que tout spécifiques qu'ils sont, en réalité, ils montrent la voie. Ils ouvrent, ils dégagent le cap et ils montrent ce que sera l'avenir de tout le monde. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est pas vrai au sens où il y a des configurations sectorielles, d'activités, des histoires d'entreprises, etc., qui font que ça ne pourra jamais être aussi simple que ça. C'est vrai d'un autre point de vue, au sens où là, il y a des ruptures, ça met sous la loupe un certain nombre de ruptures qu'on peut être amené à observer de plus près. D'une certaine manière, ce que le Conseil et les SS2I mettent en scène, c'est la rupture ouverte du simulacre et c'est le passage de conventions d'appréciation, de jugement sur les situations à d'autres conventions. Autrefois, on estimait qu'on avait affaire à une évaluation dans laquelle l'exercice signifiant, l'exercice qui prenait sens pour tout le monde, tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'on nous parlait des conventions porteuses de sens, des meaningful conversations, c'est-à-dire qu'il y a bien un enjeu de qu'est-ce qui a de la signification. Qu'est-ce qu'on considère comme n'étant pas justement un simulacre qui confine au mensonge. L'exercice signifiant, c'était celui qu'on se situait dans le cadre d'un rapport de subordination, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc on acceptait de jouer un certain jeu. Aujourd'hui, dans les entreprises de conseil comme ailleurs, on nous raconte une histoire qui est celle des millennials. Donc, en réalité, c'est le fait de substantialiser dans une génération un certain nombre de transformations est évidemment une caricature. Donc, la génération, le sociologue, la génération Y, les millennials, le sociologue immédiatement boue et dit on ne peut pas laisser dire de telles bêtises. Mais en même temps, les millennials, c'est un certain nombre de problèmes pratiques qui, même si c'est réducteur de les présenter comme ça, travaillent bien le monde de l'entreprise. J'ai pas besoin d'être trentenaire, en fait, pour exprimer un certain nombre d'attentes. Il suffit, par exemple, que j'aille voir, faites parler des gens d'associations caritatives et faites-leur parler des bénévoles, des jeunes retraités bénévoles. Vous verront que tout ce qu'elles vous diront, qui consistera à beaucoup se plaindre de ces bénévoles, en fait, ces bénévoles qui changent sans cesse d'avis, qui ne sont pas fiables, qui veulent tout de suite comprendre, qui veulent tout de suite avoir du retour, c'est exactement ce qu'on prêtait aux trentenaires. Comme quoi on peut avoir 60 ans et être encore un millennial. C'est une bonne nouvelle. Il reste quelques minutes, Pascal. Mais quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a en fait des conventions qui sont en train de se rejouer. En fait, tout ce que l'on a considéré comme naturel autour de l'acceptation du rapport de subordination, de la stabilité dans l'emploi, d'un certain jeu donnant-donnant, y compris un peu simulacre avec l'entreprise, on a des jeunes ou des moins jeunes qui sont en train de dire « non, moi ça ne m'intéresse pas ce jeu ». Rappelez-vous une chose, c'est que jusque dans les années 30, les ouvriers n'étaient pas demandeurs de l'emploi stable, du contrat à durée indéterminée,
des protections telles qu'on les a connues après la Seconde Guerre mondiale, etc. Et donc, d'une certaine manière, peut-être que ce qu'on a vécu était une parenthèse et que ça se rejoue actuellement. Donc, on a ici, derrière la question de l'évolution de l'évaluation, l'évolution des dispositifs qui sont signifiants dès lors qu'en fait le compromis et les conventions sont désormais différentes dans une entreprise qui se pense davantage comme réductible à un ensemble de projets. C'est très intéressant ce qui nous a été dit du groupe Hervé, en fait, parce qu'il suffit d'ouvrir son Tom Peters, qui est un gourou du management, qui en fait est le père de l'entreprise libérée. Le père ignoré de l'entreprise libérée, et dans un énorme pavé pénible à lire comme tous les bouquins de gourous du management, en fait, Liberation Management, eh bien, il nous dit, l'entreprise dans laquelle on est maintenant, il la prend comme modèle dans les SS2I. Ça n'est qu'une collection de projets, ça n'est qu'une collection de contrats qu'on répète comme ça au fil du temps. Et donc là, on a besoin essentiellement que chacun pilote en fait son staffing sur les prochains projets. D'où les counselors qui en fait vous disent, tout à l'heure je disais c'est une boîte noire finalement, hein, la satisfaction client ou autre, ou même je peux faire du 180, du 360 degrés, etc. Ça reste une boîte noire. Hein. Simplement, j'ai besoin d'avoir les informations utiles et de les exploiter. Et c'est comme chez moi, si je veux rester sur Amazon Marketplace, c'est j'accepte d'entendre les retours, les feedbacks. L'évaluation, désormais, sont des feedbacks, des retours. J'accepte, je fais ce que je veux des feedbacks. J'ai le droit, en fait, de les envoyer à la poubelle. Parce que d'ailleurs, Anne-Florence, tout à l'heure, a oublié qu'il y a une troisième solution sur les enquêtes de satisfaction cliente. La plus courante, c'est en fait de jeter à la poubelle, quand même. Soit je jette les feedbacks à la poubelle, mais dans ce cas-là, je me prépare à être out. Je sais que bientôt, je vais partir. Si je veux être dans le up or out, eh bien, il faut que j'en tienne compte. Et que j'en tienne compte, donc en faisant quelque chose de ces retours, j'ai un counselor qui m'aide à en faire quelque chose et qui, en fait, me parle un peu de travail, mais pas complètement. Il peut me parler de manière très utilitariste de « toi, ce que tu aimes faire dans ton travail, c'est telle chose, mais tu vois bien qu'en fait, ce n'est pas l'avenir. Si tu veux continuer à être staffé, en fait, par exemple, là, en SAP, tu n'es pas bon. Et tu vois bien que toutes les missions, en fait, actuellement, elles demandent de maîtriser la compétence SAP. Donc, il faut que tu fasses du SAP. Ça te plaît pas, il faut y aller. » Donc, j'ai un dialogue autour du travail qui est à la fois plus authentique et en même temps assez orienté vers la gestion de ma carrière. Est-ce que je vais me faire staffer ou pas? Et la question, c'est est-ce qu'à la Poste, par exemple, ce modèle qui est dans une entreprise où je ne pense pas qu'on soit en train de faire voler en éclats le rapport de subordination et de dire que tout ça, c'est derrière nous, quels sont les compromis? Comment est-ce qu'on va réinterpréter ces évolutions dans le cadre des enjeux de la Poste? Je termine par deux choses. Et le travail dans tout ça, vous voyez, à la fois, il y a l'idée de se rapprocher du rythme du travail, mais parfois se rapprocher des projets surtout, plus que du travail. Parfois, il y a beaucoup de leadership et d'intelligence émotionnelle. Et là, c'est de la pensée marketing. N'attendez pas de la pensée marketing qu'elle soit une pensée du travail. La pensée marketing est extrêmement efficace pour nous faire appréhender un certain nombre de problèmes. En même temps, elle nous empêche de travailler sur d'autres problèmes. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc, le travail, c'est une vaste question de savoir ce qu'on va réussir à en faire. Et la dernière question, puisqu'on est effectivement à l'Observatoire des cadres, et les cadres dans tout ça. Les cadres, en fait, tout ça s'installe avec un certain soupçon sur eux. Ce que ces nouveaux dispositifs permettent éventuellement de faire, c'est de se débarrasser des cadres dans leur dimension de gatekeepers. Les cadres sont des gatekeepers, c'est une notion en sciences politiques qui insiste sur le fait qu'il y a des acteurs qui sont des passages obligés avec lesquels vous êtes obligé de composer et avec leurs intérêts, vous devez composer. C'est eux qui ouvrent le passage ou qui ne l'ouvrent pas. Et là où les dispositifs anciens d'évaluation étaient extrêmement embêtants, c'était que les cadres étaient des gatekeepers. Et notamment, il y a toujours le soupçon qui pèse sur les cadres, par exemple, de vouloir noter de la même manière, pour ne pas, on l'a dit ce matin, pour ne pas rompre la paix sociale.
Et oui, les dispositifs anciens, et plus on les a tirés vers la part variable, plus ils étaient difficiles à tenir pour les cadres. C'est que précisément, comment je fais pour tenir la performance productive où j'ai besoin que je ne me fâche pas avec mes collaborateurs? Et avoir des collaborateurs, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ont des qualités, des défauts, je fais avec. Mais d'un autre côté, si je me mets à leur dire franchement qu'il y a des trucs sur lesquels ils ne sont pas bons et que la prochaine fois je ne les prends pas, eh bien là, je vais me fâcher avec certains. Donc il y a un équilibre extrêmement difficile à tenir. Donc soit on passe à un nouveau modèle de cadre, qui est le cadre, en fait ce que suggérait un peu Sylvie, un cadre, et Marc Véron également, un cadre plutôt animateur de communauté. Mais alors là, c'est une transformation radicale de l'entreprise. Soit, et les deux sont possibles, le risque est plutôt là, qu'en réalité, on ait ce discours des entreprises sur, désormais, vous cadres, vous êtes des animateurs de communauté, et en même temps, j'ai évidemment pas supprimé tous les process dont sont comptables les cadres, qui d'ailleurs passent leur temps à remplir les instruments de vérification du respect des process, qui en même temps doivent avoir du temps, vous avez compris, pour des conversations. Meaningful en plus. Donc, vous voyez un petit peu la disponibilité qu'il faut avoir. Je dois avoir des conversations quotidiennes. Il faut avoir du temps. Donc, il faut supprimer Excel, il faut supprimer les tableaux de bord, il faut supprimer les process. Donc, est-ce que les entreprises... On est tous des héros, tu le sais bien ici. J'en doute pas, mais simplement, je pense à les moments où vous flancheriez. Bon, en tous les cas, merci d'avoir excité nos neurones et en tous les cas d'avoir ouvert la réflexion.